bonsoir et bienvenue encore une fois à ce numéro de Trisoko. Monsieur Bifumano, bonsoir aussi. Bonsoir. Vous allez bien, je crois. Très bien. Voilà, nous revenons avec vous. C'est comme la fois passée, nous avons parlé du découpage territorial face aux enjeux liés notamment à la fiscalité. Et vous, le développement de toutes ces contrées qui ont été découpées, réparties et constituées aujourd'hui en province, et vous pensez qu'on peut alors le développer facilement, et vous êtes contre toute idée de reporter alors ce découpage. La première question, je pense que nous en avons assez parlé, mais aujourd'hui nous continuons et notre question revient. Est-ce que cela appelle des redoublements d'efforts pour les nouvelles provinces qui seront installées? Parce que pour d'autres qui n'ont pas assez d'infrastructures, c'est une sorte de corvée que les autorités, les nouvelles qui viendront, pourraient s'imposer pour alors développer ces nouvelles provinces. Ok, mais merci beaucoup pour l'invitation. D'abord, y a-t-il dans notre pays une province qui peut prétendre être satisfaite des infrastructures dont elle dispose? Donc, aucune. Nous pouvons nous poser cette question. Moi, je ne vois pas la province qui peut se dire aujourd'hui que moi, j'ai suffisamment d'infrastructures pour ma province. Donc toutes les provinces se recherchent justement. Toutes les provinces se recherchent. Oui. Viables même. Mais ce n'est pas pour rien que nous sommes appelés pays sous-développés. Parce que nous avons beaucoup d'insuffisances. Et les efforts de tous les gouvernants, c'est pour prétendre à un développement durable. Ça, tout tourne autour de ça. Donc, aucune province aujourd'hui ne peut dire que moi, j'ai mes infrastructures au grand complet, ou avant le découpage, j'avais mes infrastructures. Maintenant qu'on nous découpe, je vais manquer d'infrastructures. Mais il y en a au moins qui prétendent avoir le minimum possible, ça quand même. Qu'est-ce qu'il faut entendre par minimum possible? Parce que tout ça c'est relatif. Tout ça c'est relatif. Je ne sais pas, y a-t-il une ville dans notre pays, ou un chef-lieu, disons dans l'état actuel quand nous avions les 11 provinces, y a-t-il une province ou un chef-lieu de province qui peut dire, moi, toutes mes grandes routes sont asphaltées dans notre pays? Pas même Kinshasa? Non. Mais Kinshasa, je vois l'avenue, par exemple, Ndiringir, l'avenue Sayo, de Bayaka? Non, de l'avenue Kassavo jusqu'à Babombo là-bas. Elle n'est pas asphaltée. Elle n'a jamais été asphaltée. Donc, mais ce n'est pas pour autant l'avenue Birmanie, du début jusqu'à la fin, de Kassavo jusqu'à Ndiringir là-bas, même jusqu'à Bombo. Elle n'a jamais été asphaltée. Donc, ce n'est pas... Personne ne peut dire aujourd'hui que non, je me suffis ou je suis content de ce qu'il y a, mais après découpage, mes infrastructures sont réduites. Personne ne peut dire ça. Donc, l'effort est à exiger auprès de tout le monde, sans exception. Que ce soit, maintenant avec les 26 provinces, toutes les provinces sont obligées de fournir des efforts, de redoubler les efforts. Toutes les provinces, sans exception. Mais sinon, il y aura des populations qui vont envier les grands chefs-lieux. Là, quand même, on ne va pas l'ignorer. Oui, c'est-à-dire, c'est comme Kinshasa. Envier, tout est relatif. Même s'il faut envier les grandes agglomérations. Mais qui dit que quand vous allez dans une grande agglomération, vous allez mieux vivre que ceux qui sont restés en campagne? Parce qu'en améliorant les conditions de vie dans les campagnes, il y a plusieurs personnes qui souhaiteraient rester dans les campagnes. Donc, tous les efforts à tous les niveaux, au niveau tant des campagnes qu'au niveau des villes. C'est-à-dire, considérons que les efforts que nous fournissons sont encore faibles et que nous devons tous redoubler d'efforts pour atteindre le minimum que nous souhaitons, que nous voulons. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire que non, moi j'avais mon minimum, aucune province ne peut dire ça. Mais sinon, vous reconnaissez également que c'est un risque que le pays prend, que ces provinces-là, leurs autorités, même les populations, vont prendre pour parvenir à être autonomes, se détacher des grandes agglomérations. C'est vraiment un grand risque quand même.
N'appelez pas ça risque, parce que ce n'est pas un risque. Ce n'est pas un risque. Je vous dis que personne ne va mourir parce qu'il y a eu découpage. Le découpage ne va tuer personne. C'est comme ça qu'il faut résoudre. C'est le point de départ de la réflexion. Comme le découpage ne va tuer personne, il y aura peut-être un moment de flottement ou un moment d'adaptation. Pendant cette période d'adaptation où les gens vont chercher à s'adapter, les difficultés que ces personnes vont rencontrer ne constituent pas un handicap majeur pour refuser le découpage. Il y aura un moment où les gens vont se dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Peut-être un vide peut se créer dans leur mémoire, mais il suffit qu'ils réfléchissent un tout petit peu, ils vont combler ce vide-là. Et les provinces vont survivre. Et mieux survivre d'ailleurs. Ça, je suis sûr que, par exemple, quand nous prenons le Kwango, la province du Kwango, le chef-lieu sera quoi? C'est Kenge. Mais Kenge va se développer. Parce que je ne vois pas quelqu'un de Kenge aller encore se taper des immeubles à Bandundu-Ville ou à Tchikwiti. Je ne vois pas. Il fournit un effort pour améliorer d'abord chez lui à Kenge, à Kwango, avant d'aller ailleurs. Il ne lui est pas interdit d'avoir des immeubles à gauche ou à droite. Mais ça serait quand même un peu anormal que quelqu'un qui a des moyens à Kenge se dise, bon, moi je ne construis rien à Kenge, je préfère aller construire à Bandundu-Ville ou à Inongo. Ça, c'est vraiment un défi que en fait, la loi, la Constitution qui exige ce découpage lance envers ceux qui ont préféré construire dans des grandes villes d'où ils ne sont même pas ressortissants. Alors cette fois-ci, ils pourraient reculer pour aller investir aussi dans leur terroir. Non, c'est-à-dire quand on a cette logique-là, comme je ne suis pas ressortissant d'ici, donc je ne peux pas construire ici. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Mais quelqu'un qui a habité, par exemple, à Kenge depuis l'âge de 14 ans, il a grandi, maintenant il fait sa vie à Kenge. Mais c'est tout à fait normal qu'il construise là où il est à Kenge. Au lieu d'aller construire, il peut être du Kasaï, mais aller construire au Kasaï où il n'a jamais vécu. Mais il est plus à l'aise pour lui parce qu'il maîtrise bien les milieux de construire là où il a vécu. Il est citoyen congolais. Donc, maintenant, cette façon de se dire, mais il se sent déjà quelqu'un de Kenge. Il pourrait avoir vécu plus de 20 ans. Vous n'allez pas dire que celui qui a vécu plus de 20 ans à Kinshasa, et il est de Matadi, mais Matadi n'a jamais vécu pendant une année. Mais il se dira plus Kinois que Matadien. C'est tout à fait normal. Donc, la personne qui estime qu'elle a un intérêt quelconque à cet endroit préférera construire là où la personne a des intérêts plutôt que d'aller privilégier ailleurs. C'est ça les raisonnements. Donc, quelle que soit l'origine de la personne, mais c'est en termes d'attachement. Quand vous êtes attaché à un coin, quelle que soit votre origine, vous allez construire. Et c'est quand les choses vont commencer à se construire, c'est-à-dire les maisons, les autres infrastructures vont commencer à se construire, que cela va aussi attirer les autres à venir améliorer ou augmenter le nombre d'infrastructures qu'il y a. Mais surtout aussi qu'il y a d'autres charges publiques qu'il faudra supporter. Ça, vous le savez quand même. Il y aura des élections, il y aura des nouveaux élus, il y aura des nouveaux gouverneurs, des députés, il y aura des maires de villes, il y aura des bourgmestres des communes, des chefs de localités. Et tout ça, ça appelle aussi beaucoup de moyens pour le gouvernement provincial. Alors pour des gouvernements qui n'ont pas assez d'infrastructures, qui n'ont pas assez de moyens pour trouver cet argent, qu'est-ce que vous proposez? Que pourraient-ils faire pour enflouer, par exemple, leur caisse? Ça vous fait peur? C'est ça la grande crainte même. Justement. C'est-à-dire, les gens croient que... J'ai toujours dit, c'est une illusion. C'est vraiment une illusion que de croire que face à ces charges, que l'on ne sera pas capable d'y faire face. C'est-à-dire, les charges vont tellement nous noyer que la province pourrait même être en faillite. Non. Quand vous raisonnez dans ce sens, vous voyez l'aspect dépense. Maintenant, c'est-à-dire vous approfondissez la dépense. Non, nous allons payer tel, nous allons faire ceci. Et quand vous tenez même votre bic, vous faites les calculs,
vous vous rendez compte que la dépense est énorme. Et face à cette analyse, du côté dépenses, vous risquez même de dire non, comme la dépense est énorme, eh bien, je préfère abandonner. Mais c'est une analyse non négligeable, quand même. Justement. Voilà. Mais pour être correct, il faut aussi faire l'analyse du côté des recettes. C'est quand on fait l'analyse du côté des recettes que l'on pourra maintenant dire est-ce que ces dépenses constituent une charge insurmontable. Maintenant, quand on fait l'analyse du côté des recettes, malheureusement, c'est là où les analyses sont faibles. Du côté dépenses, les gens font des analyses et des analyses. Que non, je vais acheter ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais raisonnez maintenant du côté recettes. Qu'est-ce que je peux encaisser? Or, pour faire cette analyse, le point de départ, ce sont les potentialités. C'est quand vous analysez les potentialités que vous direz, en tout cas, quels que soient les efforts que je pourrais fournir dans ce pays ou dans mon milieu, mais les potentialités ne me permettent que de générer 1000 francs, quels que soient les efforts. Donc, vous êtes plafonné à 1000 francs par rapport aux potentialités. De sorte que les efforts que vous aurez fournis, quand vous fournissez par exemple 50% d'efforts, 60% d'efforts, sur les 1000, donc vous n'aurez encaissé que 500 ou 600. Alors, maintenant, si je redoublais, je suis à 80% d'efforts, sur les 1000, je peux recouvrer 800. Est-ce que on fait une telle analyse? D'abord, apprécier le volume des potentialités de ce pays. C'est quand on a analysé les potentialités de ce pays, sur le plan fiscal. On ne voit pas les potentialités par rapport aux ressources naturelles. Aux ressources naturelles. Vous êtes vraiment contre l'exploitation des ressources naturelles lorsque nous n'avons pas encore mis en valeur le côté fisc. Mais vous savez, par exemple, ici à Kinshasa, il y a une difficulté au niveau du paiement de l'impôt foncier, par exemple. Ici à Kinshasa, ça passe difficilement. Est-ce que vous demanderez à un habitant de Boende, par exemple, la nouvelle ville, le chef-lieu de Chouapa, par exemple, de payer l'impôt foncier facilement? Mais justement, que ça pourrait... non, c'est-à-dire avant d'arriver là-bas, voilà. Partez d'abord au niveau des potentialités. Quelles sont les potentialités en recettes au niveau du pays? C'est cette analyse qui est importante à faire. Maintenant, quand on a fait cette analyse, que les potentialités sont d'autant, il est évident qu'on ne pourra pas recouvrer la totalité, les 100% de ces potentialités. Mais maintenant, quel est le pourcentage de recouvrement de ces potentialités? C'est quand maintenant on continue ce genre d'analyse. Potentialité, on a 1 milliard, combien nous recouvrons pour le moment? On vous dira que par rapport à nos potentialités, le taux de recouvrement est de plus ou moins 20%. Et ce que les charges publiques représentent aussi. Non, tout ça, ce sont des analyses du côté dépenses. Voilà. Du côté dépenses, vous pouvez vous imaginer tout ce que vous voulez. Ouais. Même si vous voulez dire non, moi je vais construire un pont de la Terre jusqu'à la Lune pour que les gens aillent s'amuser sur la Lune et revenir. On peut rêver dans ce sens-là, mais tout ça c'est du côté dépenses. Mais maintenant nous sommes du côté recettes. C'est là où les Romains s'empoignèrent. C'est-à-dire la réflexion n'est pas encore suffisamment abordée dans notre pays pour vider cette question du côté recettes. Il fallait commencer par là, non? Mais on le fait. Mais l'émission a commencé par là. Quand on distinguait les compartiments, tout ça. Donc, on voit les potentialités. Or, la réalité est que les potentialités des recettes fiscales qu'il y a dans ce pays, son taux de recouvrement ne dépasse pas 30%. Donc, l'effort à fournir, c'est que nous ayons un taux de recouvrement de fisc de 60-70% ou plus. Alors, maintenant, dès que nous avons le taux de recouvrement de plus ou moins 50-60%, nous aurons quelles recettes? Est-ce que ces recettes ne nous permettront-elles pas de faire face à ces dépenses? La réponse est oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement recouvrer ou augmenter les taux de recouvrement des recettes? Mais ça dépend aussi de taux. En fait, ça dépend aussi de la contribution de chaque province. Qu'est-ce que la province, par exemple de Chouapa, pourrait contribuer dans les recettes publiques? Et c'est de là que va découler aussi, c'est que
qu'on appelle la rétrocession, qui toujours aussi pose problème jusqu'à aujourd'hui. Vous en avez parlé dernièrement. Justement, c'est-à-dire, moi je suis encore au niveau des recettes. Les stratégies par rapport aux recettes ne sont pas encore suffisamment explorées et on n'a pas encore atteint les résultats satisfaisants. Mais comment y arriver? Le point de départ pour augmenter le taux de recouvrement des recettes, c'est la sensibilisation. Ça, c'est un point de départ. La sensibilisation. Parce que vous l'avez dit, ici, comment convaincre la population à payer l'impôt foncier? Mais la sensibilisation, déjà, c'est difficile. Justement, la sensibilisation, c'est par plusieurs moyens. C'est ainsi que nous avions réfléchi à travers tous ces moyens, sur le plan de l'éducation civique, sur le plan de tout ça, c'est bon. Mais nous avons estimé qu'un des moyens faciles, c'est de passer par la spiritualité. C'est ainsi que nous avions publié l'ouvrage « La spiritualité de l'impôt ». Ce n'était pas par hasard. C'était le résultat d'une étude sociologique qui nous a poussé à écrire cet ouvrage-là. Malheureusement, on ne présente pas ces ouvrages, mais prochainement, je crois que nous fournirons un effort pour que les gens voient qu'il y a des réflexions qui ont déjà été faites dans ce sens. Et c'est un deuxième évangile que vous ajoutez à celui qui prêche depuis toujours? Nous, nos pasteurs, y a-t-il des pasteurs qui prêchent sur l'impôt? Moi, je n'ai jamais entendu. Parfois, je zappe. Tel pasteur parle de ceci, tel pasteur, jamais on ne parle de l'impôt. Alors que ça devait être, dans cet ouvrage, ils ont tous les arguments bibliques alors, pour qu'on ne soit pas en dehors, parce qu'on peut tenir des arguments purement juridiques. Les personnes diront que non, nous ne prêchons pas le droit, nous venons prêcher la Bible, nous prêchons la Bible. C'est ainsi qu'on a mis à leur portée des arguments typiquement spirituels, bibliques, pour justifier les biens fondés de l'impôt, pour qu'eux transmettent cette logique auprès de la population. Ça, c'est une des modalités de sensibilisation. Nous la trouvons efficace parce que, à travers la spiritualité, on atteint toutes les couches de la population sans exception. Il y a les riches, les pauvres, les vieux, les jeunes, les hommes, femmes, tout le monde est saisi à travers ce canal. Parce que quand nous allons avec les sports, mais le sport, très peu de femmes s'intéressent au football, par exemple, ou quand on utilise un autre moyen. Donc, ce sont des moyens qui peuvent aider. On ne dit pas que c'est nul, ça peut aider, mais le moyen le plus facile, qui peut atteindre beaucoup de personnes, c'est le domaine de la spiritualité. Quand on a sensibilisé sous cet angle-là, c'est là où ceux qui refusent même de payer l'impôt foncier se diront, bon, commençons quand même à payer. Ne fût-ce que quand ils disent, bon, on m'a beaucoup sensibilisé, je commence. Parce que dans notre pays, une fois je l'ai dit, il est arrivé un moment où l'impôt était très bien payé dans ce pays. C'était l'époque coloniale. Même dans le village, je dis bien, dans les villages, dans les fins fonds, l'impôt était payé. Mais quelle technique le colon avait utilisée pour convaincre la population à payer l'impôt? Mais cette technique utilisée par les colons, c'est-à-dire au niveau des grands centres, il n'y avait pas de problème. Quelqu'un pouvait se déplacer, vous quittez un village pour un autre ou bien un coin pour un autre. Parmi les documents que l'autorité demandait, c'était la carte d'impôt. C'est peut-être parce qu'il y avait des mesures drastiques justement les récalcitrants. Et c'est ce que vous voulez qu'on impose. Mais justement, non. Ça dit, je voudrais vous faire voir qu'à l'époque coloniale, il s'était rendu compte qu'il fallait avoir beaucoup de recettes. Et ils se sont mis pour que ces recettes soient payées. Et l'impôt était effectivement bien payé. Alors maintenant, la technique utilisée, à part cette rigueur d'exiger les cartes d'impôt et ainsi de suite, ils ont aussi utilisé ce que le droit de l'homme aujourd'hui pourrait beaucoup reprocher, la chicote, la terreur mentale, c'est-à-dire terroriser la population devant le paiement de l'impôt, en chicotant les cadavres. Votre grand-père, je ne sais pas, peut-être il a subi aussi des chicotes. Quand il est décédé, peut-être il n'a pas payé les impôts. Je ne sais pas. Mais au moins, il y a eu des grands-parents qui ont été chicotés
parce qu'ils n'avaient pas payé. À travers les pays, je ne dis pas que mes grands-parents, mais en tout cas, à travers les pays, il y a eu des grands-parents, parce que maintenant, personne, ils sont tous déjà morts. Je ne pense pas qu'il y ait encore ici chez nous un vivant, un survivant qui a vu. Peut-être ceux qui ont vu en train de chicoter le cadavre existent, mais nos grands-parents, parce qu'ils étaient morts, ils ont chicoté, donc ils sont déjà enterrés. Donc, ils ont utilisé cette technique. Et cette technique a forgé le mental de la population pour rendre tout citoyen discipliné vis-à-vis de l'impôt. Mais si aujourd'hui on devait utiliser une telle technique, mais vous serez les premiers, c'est le droit de l'homme qui va surgir, il y a violation des droits de l'homme. Vous ne l'accepterez pas quand même. Mais justement. Voilà, mais il y a d'autres techniques que l'on peut utiliser. Mais il y a la sensibilisation. La sensibilisation. Raison pour laquelle nous insistons sur la sensibilisation. Pas la sensibilisation, essaie de travailler le mental des gens, essaie de laver le cerveau des gens positivement. Donc, parce que positivement. Il y a une autre difficulté aujourd'hui. Vous avez fait des remarques à la loi sur à la réforme fiscale. Vous avez dit qu'il y a eu aussi de couac au niveau de cette réforme. Mais aujourd'hui, par exemple, vous avez reproché des églises, vous dites que les gens ne payent pas les impôts. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, nous avons des gens qui travaillent, par exemple, à Lubumbashi, mais qui, leur hyper est payé ici à Kinshasa. Nous avons également des gens qui achètent depuis Kindu, par exemple, mais la TVA est versée ici à Kinshasa. Vous ne trouvez pas que c'est aussi un grand manque à gagner pour les provinces? Mais justement, c'est-à-dire quand nous disons qu'on ne doit pas avoir peur du côté finances publiques, parce que voilà une des choses qui peut être réglée pour donner beaucoup plus de moyens aux provinces, aux nouvelles provinces. Parce que, comme vous le dites, moi j'ai écrit là-dessus depuis 2006. Et la réforme fiscale actuelle en RD Congo, 2 points, la remise en question. Parmi ce que je présentais, on ne parlait pas encore de découpage, mais je constatais que ça appauvrissait les provinces. Ça appauvrissait les provinces et qu'on ne pouvait pas appliquer facilement les 40%. Alors donc, maintenant, une réforme qui favorise le sous-développement des provinces. Et cette réforme, les gens peuvent dire, non, si on rentrait ou si on revisitait cette réforme, nous risquons de connaître une baisse de recettes. Au contraire, cette réforme favorise justement une certaine baisse de recettes. Alors que si on la revisitait d'une façon conséquente, cette réforme va augmenter. Nous allons vivre l'augmentation des recettes. Comment? Mais parce qu'il y a des recettes qui ne sont pas versées, tout simplement parce que le comptable se dit on ne me découvrira jamais. Parce qu'on ne viendra jamais me contrôler et l'État ne découvrira pas que j'ai retenu l'impôt que je devais verser. Parce que la personne qui doit venir me contrôler doit venir de Kinshasa. Et moi je suis à Ariwara. Donc Ariwara c'est au fin fond, c'est vers la frontière de l'Ouganda. Alors maintenant, la personne qui doit contrôler un assujetti pareil, la personne peut, le contribuable, peut avoir des activités à Kinshasa. Il y a des activités dans plusieurs provinces, entre autres à Ariwara ou à Aru. De sorte que quand la personne vient verser son impôt, il déclare seulement les impôts. Peut-être de Kinshasa et puis de Matadi, de Mbujimaï, mais pour les autres, rien. Alors quand est-ce que les agents iront vérifier, contrôler Ariwara ou Aru? Cela appelle la déconcentration aussi de l'administration fiscale. Mais la déconcentration est déjà là. C'est-à-dire dans chaque... pas aussi efficace, c'est ça. C'est-à-dire dans chaque province, nous avons une administration fiscale bien organisée. La déconcentration est là. Mais ce que nous disons, c'est que c'est autre chose que la déconcentration. C'est-à-dire la perception des impôts par rapport au lieu où l'effet générateur a été réalisé. C'est ce que nous défendons. Au lieu que l'impôt soit payé par rapport au contribuable, que le contribuable ait un seul interlocuteur. De sorte que, pour bien comprendre cette logique, c'est comment?
je prends le cas de la Régie des eaux. La Régie des eaux a son siège à Kinshasa, mais elle est représentée dans toutes les provinces, jusque dans des territoires, dans plusieurs territoires. Maintenant, si la Régie des eaux doit payer, dans le système actuel, la Régie des eaux centralise tous les impôts générés par ces services. C'est-à-dire, il y a des travailleurs qui sont à Madimba, on calcule leurs impôts. Ceux qui sont à Bulungu, on calcule leurs impôts, ainsi de suite. On fait la sommation et on donne à la Régie des eaux Kinshasa qui va verser au trésor public. La Régie des eaux Kinshasa. Alors que, maintenant, quand on va apprécier l'apport de chaque province, donc il faut entrer dans les détails pour savoir, bon, la Régie des eaux a versé 100 millions. Les 100 millions viennent autant, il faut entrer dans les détails. Mais par contre, si on disait, bon, la Régie des eaux, vous êtes à Kinshasa, tous ceux qui sont en Kinshasa, tous les impôts, c'est-à-dire la TVA, l'impôt sur l'hyper, généré par les travailleurs de Kinshasa, tout est payé à Kinshasa. Ce qui est généré à Matadi, on paye à Matadi. À l'administration fiscale de Matadi. Ce qui est généré à Bulungu, on paye à Bulungu. Désolé, c'est ce qui ne se fait pas malheureusement. Mais la réforme a annulé ça. C'est ça qui se faisait avant 2003. Et comment les provinces pourraient-elles arracher alors des avantages pareils? Ce n'est même pas un avantage. C'est l'efficacité dans c'est l'efficacité dans l'organisation, dans la perception des recettes. C'est-à-dire, on a cru mieux faire en centralisant ces genres d'opérations. On a cru mieux faire. Ce n'est pas par mauvaise foi, ce n'est pas dans l'intention de broyer les provinces, d'écraser les provinces qu'on a fait ça. Non, on a cru mieux faire. Mais quand on fait... C'était une expérience mal amorcée, c'est ça? Non, malheureuse. Je le dis très sincèrement. C'est-à-dire cette centralisation n'a pas a écrasé les provinces, de sorte que les recettes maintenant des provinces sont devenues très faibles. Même plusieurs entreprises privées. Nous avons beaucoup de petits commerçants. Il a une boutique ici à Kinshasa, une petite boutique à Kikwit, ainsi de suite. Mais quand il est retenu au niveau de la DGE, eh bien, tout ça doit être payé à Kinshasa. Alors là, il a la facilité de cacher d'autres. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Oh, le contrôle devient délicat. Maintenant, celui de Kinshasa, quand est-ce qu'il doit contrôler le monsieur de Kikwit? Le même monsieur a une boutique à Kananga. Donc, si on doit bien contrôler ce monsieur, il faut que l'agent puisse descendre. Il contrôle d'abord les activités de Kinshasa, il va contrôler à Kananga, il va contrôler à Kikwit, il va contrôler... Ce qui fait autant de frais d'émission. Et peut-être il peut aller comme ça. Bon, des agents, des impôts, on les reproche aussi de beaucoup de vices au niveau de l'efficacité et même la loyauté. C'est ça. Donc, avant même d'arriver à ce niveau-là, d'abord la faisabilité. Vous voyez que ça devient délicat, ça devient très lourd. Maintenant, il y a combien de sociétés? Et vous devez envoyer combien d'agents dans chaque province? Et qui doivent quitter Kinshasa. Qui doivent quitter Kinshasa pour aller contrôler. Maintenant, on doit contrôler la Régie des eaux. Vous allez prendre combien d'agents qui feront la Régie des eaux? Kinshasa, les mêmes agents doivent sillonner dans toutes les provinces. Est-ce que, sur le plan pratique, c'est facile? Donc, alors que la Régie des eaux, peut-être, n'a pas payé ses impôts en Mbandaka. Mais ce n'est pas la Régie des eaux qui viendra s'accuser elle-même pour dire que moi, je n'ai pas payé mes impôts de Mbandaka. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle. C'est-à-dire, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut qu'il y ait des agents attitrés qui doivent faire ce travail. Alors, pour éviter cette inefficacité, parce que ça devient de l'inefficacité, prétendre envoyer des agents partout, ça devient de l'inefficacité. Pour éviter cette inefficacité, autant responsabiliser ceux qui sont sur place, ceux-là qui savent comment évolue la Régie des Mbandaka, c'est eux qui sont mieux placés pour contrôler ce Mbandaka. De sorte que, quand partout à travers la province, à travers le pays, à Matadi on a contrôlé, à Mbandaka on a contrôlé, ainsi de suite, au moins on a un rapport final pour dire la Régie des eaux, après tous ces contrôles effectués à travers le pays, voilà, est-ce qu'elle a bien payé, si elle n'a pas bien payé, voilà les redressements qu'on fait pour la Régie des eaux. Donc, ça c'est le pragmatisme. Donc, on ne peut pas
prétendre, on ne peut pas être toujours théoricien. La théorie, c'est interlocuteur unique. Tout doit se faire à Kinshasa. Donc, il y a des entreprises qui ont tout, le siège administratif, le siège d'exploitation en province. À Lubumbashi, par exemple. Il y en a plusieurs, les miniers. Il y a combien de miniers ici? Et même en province orientale. En province orientale. Donc, tout est là. Mais on leur dit de venir tout payer à Kinshasa. Et ils se contentent d'avoir un petit cabinet d'une personne, de 2 personnes, qui assure simplement cette permanence. Pour que quand il y a un courrier, au moins, il sait que... Mais sur le plan de l'efficacité, c'est ça que je dis. Maintenant, si ces entreprises payaient au Katanga, mais le Katanga générerait un montant de recettes très importantes. Mais comme ça ne peut pas se faire, voilà, que tout est payé à Kinshasa. Bon, maintenant que cette pratique instituée même à travers une loi fragilise le développement des anciennes provinces, et vous pensez qu'avec les provinces nouvellement créées, on pourrait arriver à les développer avec aussi de recettes très maigres? Mais voilà, maintenant vous atterrissez et vous comprenez, c'est la raison pour laquelle que quand on fait l'analyse du côté recettes, nous parlons de la sensibilisation qu'il faut approfondir, et voilà, d'une deuxième réforme. Voilà maintenant la remise en cause, la remise en question de cette réforme-là. Moi, j'avais déjà dit ça depuis, je dis bien, 2006. L'ouvrage existe. Prochainement, nous viendrons présenter cet ouvrage. L'ouvrage existe depuis 2006. Et nous allons aussi le publier sur notre site www.trianglesocleducongo.org, et à partir de là, vous pourrez aussi nous suivre. Il y a aussi d'autres questions au-delà des impôts qui présentent déjà un problème pour le développement de ces provinces. Est-ce que vous pourrez nous parler d'autres initiatives que pourraient entreprendre les autorités provinciales et même la population au-delà de l'agriculture? Parce que vous avez dit l'agriculture constitue aussi un moyen de développement des contrées, parce que nous en avons vécu des exemples ici chez nous. Quelles sont d'autres stratégies que les autorités provinciales pourraient mettre en marche pour développer leur nouvelle province? Mais justement, c'est-à-dire, nous ne devons pas aussi nous leurrer de croire que le développement, c'est une baguette magique. C'est un processus. Le développement est un processus. Et ça ne nous viendrait pas seulement des gouvernants? Non, pas seulement des gouvernants. C'est-à-dire les gouvernants mettent en place les mécanismes nécessaires, les conditions nécessaires pour que les individus puissent évoluer. C'est ça le point de départ. Et quand ces mécanismes ne sont pas appropriés, le gouvernant a l'obligation de changer ou d'adapter. Maintenant, quand le gouvernant a fait son boulot, c'est-à-dire il met en place des mécanismes appropriés, ce sont les personnes qui doivent exécuter, qui doivent faire bien l'affaire. Donc, l'homme, avec la chair que nous avons, le premier besoin de l'homme, il faut d'abord respirer. L'oxygène, qui achète l'oxygène? Personne. Imaginez-vous, comme vous avez dit, non, avant de respirer, il faut d'abord payer 1000 francs pour avoir 5 kg d'oxygène. D'abord, on prendrait ça. Donc, la respiration, c'est naturel. Donc, on n'a pas besoin de commercialiser l'air, par exemple. Mais, le deuxième besoin, il faut manger. Avec notre chair, donc on respire, parce que le corps a besoin de l'oxygène, mais ensuite, il faut manger. Ça, c'est, que vous le vouliez ou pas, c'est ça la réalité humaine. Maintenant, manger quoi? Nous entrons maintenant en économie. Nous entrons dans l'aspect développement. Est-ce que nous mangeons suffisamment? Qu'est-ce qu'il faut pour manger suffisamment? Est-ce que, où devons-nous avoir ce que nous devons manger? Alors, dès que vous avez répondu à toutes ces questions, nous devons manger suffisamment. Pour manger, il faut planter. Mais c'est déjà le développement que vous amorcez, d'une façon méthodique alors. Pas manger naturellement, c'est-à-dire l'oiseau mange, non? L'oiseau mange, mais est-ce que l'oiseau plante? L'oiseau mange ce qu'il voit.
Et nos ancêtres, je ne sais pas, le 20e siècle avant Jésus, mais ils mangeaient aussi. Mais est-ce qu'ils cultivaient? Ils ramassaient tout dans la nature. Donc, on peut aussi vivre en mangeant, mais en ramassant dans la nature. Mais maintenant, nous sommes au 21e siècle après Jésus-Christ. Avec le nombre de personnes que nous avons sur terre, avec les conditions de vie que nous-mêmes nous sommes donnés. Parce que ce n'est pas Dieu qui est venu dire désormais, vous devez commencer à porter des habits, ou peut-être vous devez commencer à manger des chocolats. Non. Et ça, on ne cueille pas. Justement. Donc, c'est nous-mêmes qui nous sommes dit, bon, nous devons bien nous habiller. Dieu a dit peut-être couvrir le corps, mais pas dire qu'il faut des costumes. Mais c'est nous-mêmes qui nous disons, nous devons avoir des costumes, nous devons faire ceci. Donc, c'est nous-mêmes qui transformons notre façon de vivre pour davantage améliorer nos conditions de vie. Maintenant, c'est là où, comme le point de départ, il faut d'abord manger avant de s'habiller. C'est quand on cherche à manger, l'autorité doit s'assurer que tout son peuple peut bien manger. Ou attraper cette nourriture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous avons tout un ministère de l'agriculture. Ce n'est pas par hasard qu'on a créé tel ministère. Et donc, c'est un ministère qui va jouer un grand rôle dans l'installation des nouvelles provinces. Mais bien sûr, qui devrait jouer un rôle important. Parce que c'est en maîtrisant maintenant l'aspect nourriture, on se dit, bon, maintenant, chez moi, tout le monde mange très bien à satiété. Alors, dans ces conditions, deuxième phase, comment conserver? Comment nourrir aussi les autres, ceux qui en manquent? Peut-être là-bas, ils ont une terre qui ne leur permet pas de produire facilement. De produire ceci ou cela. Peut-être qu'ils produisent seulement des pommes de terre. Or, ils ont besoin aussi des vaches, de la viande des vaches. Tout ça, mais ils n'ont pas la possibilité. Bon. Donc, quand on analyse tout ça, c'est alors qu'on organise l'économie du pays. Et les services, parce qu'il faut conserver, il faut faire ceci. On va avoir besoin de la main-d'œuvre. On doit avoir besoin des réflexions. C'est tout ça le développement. C'est quand on est dans cette logique, parce que quand on produit dans l'agriculture, il y a aussi des sociétés de services qui peuvent naître pour rendre service. Une société qui pourrait peut-être naître pour tout simplement réparer les tracteurs. Mais elle ne produit pas de manioc, mais elle rend service. C'est une production. Mais nous n'en avons pas encore assez connu, à part Bukangalonzo. Donc il faut développer Bukangalonzo dans chaque nouvelle province. Ça va venir, qu'on le veuille ou non. Je dis bien qu'on le veuille ou non, ça va venir. Parce que nous devons nourrir notre population. La demande est là. La demande est là, donc nous sommes obligés de nourrir cette population. On ne pourra pas dire, oh, moi je fais ceci. Que vous le vouliez ou non, tant que la population aura besoin de la nourriture, vous devez développer tous les moyens possibles pour nourrir cette population. Ça, c'est élémentaire. Donc, maintenant, est-ce qu'on va faire ça à travers Bukangalonzo? C'est une bonne chose, parce qu'il y a la presse, la semaine passée, on a vu un journal, on a dit le deuxième parc agricole serait à Luozi. Tant mieux. Ça, la presse en parle déjà. Et là, vous êtes content, je pense. Non, être content, c'est trop dire. Je suis satisfait que ce soit ainsi. Parce que je sais que c'est le deuxième, on n'a pas dit c'est le premier. Voilà. Il y a eu un premier, il y a eu un deuxième, il y aura un troisième. Et puis, donc quand il y a déjà un deuxième, ça me satisfait, puis il y aura un troisième, ainsi de suite. Donc c'est ça la réalité que l'homme doit toujours avoir en tête. Et le gouvernant peut dormir en paix quand il sait que non, chez moi, la nourriture est là. Que les gens ne se battent plus à cause de la nourriture. Que les gens ne se battent plus à cause de ceci, à cause des choses élémentaires de la vie. Là, des évidences de la vie. Quand on a réglé cette affaire, maintenant on peut penser à tout ce qu'on veut, comment envoyer l'homme sur Mars, comment envoyer l'homme sur la Lune, aller découvrir un peu. Et c'est lorsque seulement nous aurons réussi la révolution agricole sur toute l'étendue. Et en plus, surtout que notre pays, nous avons autant de millions de terres arables. Imaginez-vous, les États-Unis, un grand pays, ils ont déjà envoyé des gens sur la Lune, ils se battent maintenant pour envoyer des gens sur Mars. Mais imaginez-vous qu'il y ait pénurie alimentaire aux États-Unis. Et qu'on apprenne par la suite que non, ils fournissent des efforts pour envoyer des gens sur Mars, tout ça. Ils dépensent leur argent pour envoyer des gens sur Mars.
pour qui on prendrait les gouvernants américains. C'est ça la question, pour qui on prendrait les gouvernants américains. Mais ils ont résolu ces problèmes. Donc la nourriture n'est plus une une préoccupation. Voilà, une préoccupation, parce qu'ils ont déjà réglé cette affaire. Maintenant, ils peuvent penser à autre chose. Et chez nous, maintenant, imaginez-vous que nous n'avons pas encore maîtrisé le secteur agricole, mais on apprenne que non, il y a un grand projet de le budget de l'État divisé par 3, un tiers, on affecte à la recherche scientifique parce qu'il faut qu'on envoie un Congolais sur la Lune. Je crois que nous voulons construire un fusée. Bon, ça, on peut rêver. Parce qu'il peut y avoir un savant qui peut dire non, je sais construire une fusée, puis on envoie. Mais dire que non, un tiers du budget congolais affecté à la recherche scientifique, et quelle recherche scientifique pour envoyer un Congolais sur Mars ou sur la Lune. Alors que les manger est encore une préoccupation de la population. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre les priorités pour que le gouvernement puisse bien évoluer. Et quand ces priorités sont comprises, vous verrez que toutes les provinces, d'ailleurs j'en parlais encore avec un ami aujourd'hui, il n'y a aucune province aride. Pas même Kinshasa. Kinshasa. Mais Kinshasa, il suffit de... Quand vous circulez, il y a des avenues, il y a trop d'herbes. Mais ces herbes-là signifient quoi? C'est que les plantes peuvent pousser. La terre est fertile. La terre est fertile. C'est ça le principe. Parce qu'au désert, vous pouvez parcourir des milliers de kilomètres, vous n'avez pas de végétation. Mais quand une sorte de végétation essaie de pousser quelque part, surtout chez nous, c'est en vrac. Donc, la terre est fertile et on peut planter des fruits, quelque chose pour manger. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et je sais qu'avec le développement de la vision par rapport à l'agriculture pour satisfaire les besoins de la population, et puis la préoccupation à sensibiliser la population pour augmenter les recettes publiques. Nous sommes déjà presque à la fin, c'est déjà la conclusion d'ailleurs. Et c'est ça, justement, c'est ça qui va faire voir la nécessité ou l'impérieuse nécessité d'avoir créé les provinces. Ils ont multiplié la création des provinces parce que moi je suis convaincu et confiant qu'il y aura prise de conscience de tous les dirigeants pour que les recettes fiscales soient augmentées. Et les potentialités sont là. Aucune province n'est démunie de ce côté-là, mais c'est quelque chose simplement de monter les stratégies et de les exécuter et non de les mettre dans les tiroirs. Et mettre aussi la population à contribution parce que la population jusque-là, elle ne sait pas comment faire. Mais la population, c'est en amont et en aval, c'est la population. Qui doit réfléchir, c'est la population. Qui doit être sensibilisé, c'est la population. Et quand qui doit contribuer aussi. Qui doit contribuer, c'est la population. Maintenant, qui va bénéficier des effets de cette contribution? C'est-à-dire quand on construit de bonnes écoles, qui va bénéficier de ça? C'est la population toujours. Donc en amont, la population sort et en aval, la population reçoit. Donc c'est un principe naturel, mais que nous oublions. C'est une loi naturelle. Donnez, vous allez recevoir. Voilà. Merci beaucoup, M. Bifumano, d'avoir répondu à nos questions. Et je pense que nous allons encore nous rencontrer prochainement pour approfondir sur la question et beaucoup d'autres aspects que nous n'avons pas évoqués ici. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Prenons rendez-vous prochainement, même heure et même chaîne. Bonsoir chez vous.